remercie Marianne et toute votre équipe. Remercier par la même occasion ceux qui sont là et des amis aussi. Je reconnais beaucoup d'amis ici dans cette salle. Et dire que c'est un très grand plaisir d'être là cet après-midi. C'est toujours intéressant de parler donc à ce public cible, parce que généralement c'est là où il y a beaucoup d'interrogations. On se pose sérieusement de grandes questions. Ce sont les périodes d'hésitation et de doute. Et souvent, quand je vois quelqu'un qui a réussi, entre guillemets, la question que je lui pose toujours, c'est est-ce qu'il vous est arrivé de douter? Il y a peut-être une semaine, j'ai reçu un SMS, un message de mon fils, Ibrahima, que vous connaissez, qui me dit, est-ce que lorsque vous aviez mon âge, tout ça était très clair pour vous, vous doutiez? Je n'ai pas encore répondu, je répondrai, parce que c'était long et puis je m'endormais déjà. Mais là, je profite de l'occasion peut-être pour vous dire ce que j'allais lui dire. Oui, je doutais beaucoup, et beaucoup, en permanence, et je continue de douter d'ailleurs, beaucoup. Mais il y a un concours de circonstances, il y a aussi une éducation, et dans ce doute, lorsque vous avez la chance peut-être de vivre une certaine culture, de porter en vous certaines valeurs, ça devient beaucoup plus facile de gérer le doute. Mais le problème, ce n'est pas de ne pas avoir de doute. Il ne faut surtout pas chercher à éliminer le doute. Il ne faut surtout pas chercher aussi à vivre sans la peur. Ça, c'est des sentiments qui vous accompagnent, qui sont là, c'est tout le temps. Et c'est peut-être, heureusement, et parce qu'ils sont là, peut-être vous aurez la chance de réussir. Maintenant, quelle est cette chance-là que j'ai eue? Je rends grâce à Dieu. La chance, c'est d'avoir eu des parents qui m'ont accompagné. Et l'accompagnement, je me souviens d'un accompagnement, et ça c'est bon de le partager, je pense, c'est de m'avoir détaché très vite de la famille, de la cellule familiale. J'étais vraiment dans une nébuleuse lorsque je faisais la classe en tout cas du primaire, etc. Je suis toujours nul, mais j'étais très nul et je ne comprenais pas grand-chose, toujours presque dernier de la classe. Et j'étais son aîné garçon. Un jour à midi, j'arrive, je trouve une 404 Mbar, donc qui devait me demander, le chauffeur, de préparer mes bagages et puis d'aller vers Kédougou. Et tout de suite, donc, il m'a envoyé à Kédougou pour presque 2 ans, 3 ans. À l'époque, c'était extrêmement difficile pour un jeune de Dakar qu'on envoie à Kédougou, qu'il ne connaissait pas. C'était presque mon premier contact, je crois, avec Kédougou. Loin d'une maman, loin d'un père, loin des frères et sœurs. À 750 km, il y a bientôt 20 ans, 25 ans, c'était vraiment la brousse. Et je me souviens que c'était à Kédougou que j'ai compris ce que c'était ma maman et mon papa. Et je pleurais, je me souviens de ces premières lettres que j'écrivais à ma mère en disant maman, je vais t'aider quand je serai grand, etc. Bon, j'étais loin d'eux, et puis bon, l'enfant, j'avais l'impression donc que ça allait continuer comme cela. Et ça, je dis encore une fois merci, parce que ça va déterminer la suite des choses. D'abord, cette distance me permet de voir l'autre comme étant une autre entité, une autre personne, et je devais, moi, recadrer, repréciser ma mission, mes obligations vis-à-vis de cette personne, et surtout, cette mission ou ce devoir que je m'assignais tout de suite. Ça a été une chance pour moi. Pendant 2 ans, 3 ans, j'ai quitté Kédougou pour venir ici encore, et puis j'ai aussi eu la chance de vivre dans pas le ghetto, mais dans des quartiers populaires. J'ai grandi à Colobane, et donc mes études là-bas à Colobane, et après c'est à l'école 3, Médina 3. Donc il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà à peu près. Après ça, je crois que je suis allé encore vers un lycée, le lycée Blaise Diagne, où j'étais terrible. J'avais mes petits dreadlocks, j'avais mon petit collier de Bob Marley, j'étais un bon rastaman. Et puis on avait un petit coin là-bas qui s'appelait In the Middle, et j'étais un peu l'animateur de ce coin-là. Turbulent, vraiment turbulent. Mais tout ça, j'ai dit, tiens, il y a un lien. Il y a un lien, et ça ne se passe pas en classe, ça ne se passe pas dans les projets,
c'est dans ce qu'il y a de plus naturel qu'on doit pouvoir retrouver le filon. J'aimais beaucoup organiser les soirées. J'aimais m'impliquer dans les associations culturelles, dans les universités. J'aimais prendre des initiatives, certaines initiatives. Et ça, je me rends compte que s'il y a quelque chose qui, par la suite, a déterminé ou continue de déterminer ce que je suis en train de faire, c'est essentiellement ces aspects-là. Donc ça, c'est jusqu'au lycée Blaise Diagne. Après, je retourne au Canada et je fais mes études d'ingénieur et après le master, donc MBA. Et un autre événement, c'est la mort d'un père. Donc là, entre-temps, il y a eu une évolution aussi du côté de mon papa, qui est devenu troisième personnalité de l'État, qui est devenu président du Conseil économique et social, etc. etc. Mais donc, après le MBA, je me disais, bon, maintenant, quand je vais revenir au Sénégal, avec ces relations, je vais certainement trouver le poste qu'il faut. C'est sans compter avec le grand maître. Et le grand maître a tout simplement décidé de le faire disparaître. Et ça a précipité les choses dans ma vie. Et je crois que ça a été le déclic pour revenir en moi-même, dans mon espace, reprendre en main ma mission, qui très tôt déjà, il y avait les balbutiements, je vais aider ma maman, etc. Et tout de suite, ça m'a amené en fait à avoir cette culture. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir une famille aussi importante que celle-là, un papa qui a 3 épouses, une famille de 14 enfants, et puis me détourner de ces gens-là parce que moi j'avais un boulot au Canada. Je suis donc rentré. Et quand je suis rentré, ça a vraiment été la traversée du désert. Pendant de longues années, j'attendais, j'avais été reçu à l'époque par le président Diouf, les amis du papa, etc. me disaient tous de très belles choses. Ah, ton papa il était gentil, etc., etc. Mais rien. Donc je retournais, rien ne se décantait. Et c'était vraiment très, très difficile. Difficile parce que d'un statut de fils de président de conseil économique et social, d'une famille, troisième personnel de l'État, etc., où vous aviez des gendarmes, vous avez tout ce qu'il fallait. Tout d'un coup, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. J'étais l'aîné, j'ai pas de job, 14 enfants, 3 mamans, avec toute la pesanteur, la pression sociale, et j'avais rien. Et ce n'était pas préparé. Ça, c'était compliqué. Je résume, en même temps, vous recevez des courriers pour dire « sortez de cette maison, parce que votre papa devait une dette. Vous gérez cela. Vous ne pouvez pas payer l'eau, la SDE, il n'y a pas à réinventer parce que vous n'avez pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il y a vos frères, il y a tout cela. C'est compliqué. Et beaucoup plus compliqué parce que je n'avais plus la possibilité de partager ça avec quelqu'un. On me percevait comme étant l'autre. Je devais préserver la dignité d'un père, d'une famille. Je ne pouvais pas partager avec les amis ou autres la difficulté, à la limite l'humiliation d'une famille. Et quand je suis revenu du Canada, c'était une partie de l'histoire, j'ai retrouvé une maman sur un matelas qui n'avait même plus son lit parce que son successeur avait demandé à reprendre tout le mobilier de la résidence. Et donc, puisqu'il n'y avait rien, elle était obligée donc de prendre son matelas et puis de le mettre à même le sol. Donc, vous voyez tout ça, bien d'autres, c'est pénible et c'est très difficile. Donc, de là, vous touchez le fond. Mais c'est là où c'est intéressant peut-être aussi. Quand on touche le fond, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de remonter, quoi. En tout cas, tenter de remonter. Donc, nous avons tenté de remonter. Et l'histoire de l'école est venue comme cela. On me disait, en attendant que le président Pawad Diouf vous donne ce boulot-là, vous trouve ce boulot-là, ben en attendant, écoute, est-ce que tu peux dispenser des cours? Il y avait une école qui était en ville, je dis ok, il n'y a pas de problème, mais là-bas on a commencé à me payer 30 000 francs, puis je me suis débrouillé, j'ai acheté une petite voiture, je me souviens, elle était bleue, une Golf, non, elle était à 200 000 francs. Mais quand je conduisais, après j'avais quelques difficultés, puis j'étais un peu gêné, bon après, mais les étudiants étaient devenus des amis, et à midi 13h, je n'avais pas besoin de coup de main pour allumer, etc. Et puis bon, allumer, puis après c'était bien. Donc c'est mon premier véhicule. Mais j'en étais fier.
J'en étais fier. Et puis j'étais toujours chez le mécanicien pour l'entretenir, refaire la housse, etc., etc. Après, c'est parti comme ça. Mais, et je résume tout ça pour venir maintenant sur ce que je retiens de tout ça. Là, je ne décris que les faits. Dans cette classe-là, il y avait un étudiant, parmi les autres étudiants, qui observe et qui me dit un jour, monsieur, vous n'êtes pas à votre place. Je vous suis, je vous écoute et je dois vous mettre en rapport avec quelqu'un d'autre qui a peut-être les moyens d'accompagner, de vous accompagner. Et il me mettait en rapport avec le propriétaire de Yalla Souren, Abou Sléhan, que je profite de l'occasion pour saluer l'homme parce que Dieu a voulu que les choses passent